Bonjour à tous, merci d'être tous venus. Je vois des yeux et des masques. Euh, bah, Déjà, ça me fait super plaisir que vous soyez tous venus. Donc, je vais parler de Valhalla. Alors, je vais peut-être me présenter d'abord. Donc, je suis Rémi Forax, je suis un enseignant-chercheur. Alors, avant, ça s'appelait l'université Paris-Est Marne-la-Vallée, mais c'était trop facile, on savait à peu près où c'était. Donc, on a changé de nom et maintenant, on s'appelle Gustave Eiffel. Comme ça, les étudiants, ils nous trouvent plus. Enfin, c'était l'espoir. Et donc, je vais vous parler de Valhalla. Le truc habituel. Tout ce que je vais dire, c'est pas que c'est faux, c'est que c'est vrai juste maintenant là. Et dans 5 minutes, ça sera faux. Ça se trouve, il y a quelqu'un qui est en train de faire un commit sur le repository. Et bah, bien sûr, je le sais pas. Alors, qu'est-ce que c'est Valhalla? Euh, Ah oui, on m'a dit la fois dernière que j'avais pas mis assez d'images, donc il y a des images. Enfin, il y en a une. Est-ce que c'est ça, Valhalla? Ou est-ce que c'est ça, Valhalla? Ou en fait, c'est ça, Valhalla. C'est l'endroit où vont les guerriers quand ils ont bien guerroyé et qu'ils sont morts. Le projet, il a été nommé par John Rose, donc c'est le grand chef architecte, enfin je sais pas son titre exact, mais de la machine virtuelle Java. Et il l'a nommé parce qu'il commence à être un peu vieux. Donc il sait que c'est son dernier projet. Euh, le projet a démarré en 2014. On en est au 4e prototype. On travaille vraiment dans un cycle de... Donc il y a un truc qui s'appelle le JVM Language Summit, qui est là où vont tous les gens qui veulent essayer d'implémenter des langages dynamiques sur la machine virtuelle Java, qui a lieu à chaque fois en août, enfin à chaque fois à part Covid, en août. Et donc la plupart des prototypes, ils sont prêts en août, parce qu'on fait du conférence driven développement. Euh, L'idée de base, c'est d'essayer. Bah voilà, Java s'était fabriqué dans les années 90, au début des années 90, et les machines, elles marchent plus exactement pareil qu'avant, que dans les années 90, les machines de maintenant. D'accord? Quand on fait des additions maintenant, bah ça va beaucoup plus vite que faire des étoiles, que d'aller chercher, faire une indirection de pointeur. Ça coûte assez cher. Alors que bah, dans les années 90, bah, on n'a pas forcément de cache. Et puis faire une étoile ou faire un plus, bah, c'est un peu la même chose. C'est pas complètement vrai, c'est plutôt la fin des années 80. Déjà, début des années 90, ça commence déjà à diverger. Donc le but, c'est voilà, le- 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 l'espèce de pitch initial, c'est d'essayer de réaligner Java avec les CPU de maintenant. En noter que c'est les CPU de maintenant de 2014. Euh, voilà globalement ce qu'on veut faire. D'accord? On veut d'abord empêcher que les gens ils y réfléchissent. Est-ce que vaut mieux faire une abstraction ou est-ce qu'il vaut mieux pas mettre les trucs dans un objet parce que ça va me coûter cher de les encapsuler dans un objet. D'accord? Avoir l'abstraction gratuitement. Un peu cette idée. Alors il y a plein de langages qui disent qu'on l'a, hein, mais c'est pas facile voilà, à atteindre cet objectif-là. L'autre objectif, c'est une histoire de densité de l'information. Bah, effectivement, Java, on manipule tout par des pointeurs. Et donc ça veut dire que quand on veut accéder à de l'information, bah, techniquement, il faut suivre la pelote de laine jusqu'à trouver la bonne information. Et des fois, il faut faire plusieurs sauts. On veut essayer de manipuler les valeurs immédiatement et pas à travers un pointeur. D'accord? Autre chose, les objets en Java, ils ont un en-tête. On a un peu du bazar qui traîne.
Et donc forcément, ça veut dire que on n'utilise pas complètement la RAM comme on pourrait l'utiliser. Alors c'est quoi l'idée de l'abstraction gratuite? Ah oui, j'ai mis les trucs en anglais, c'est pour faire semblant que je sais parler anglais. Non, c'est s'il y a des anglais dans la salle. Voilà, si on prend optional, d'accord, l'idée d'optional, c'est de faire chier vos utilisateurs. Vous renvoyez un optional et comme ça, ils sont obligés de se dire ah, ça peut être nul, faut que je gère le cas. Enfin, normalement, ça sert à ça. Mais comme on encapsule les trucs dans un objet, on n'est pas sûr qu'on ne paye pas le coût de créer cet objet-là. Alors notez que ce n'est pas hyper grave, parce que normalement les algos de GC, ils dépendent des objets qui sont vivants et pas des objets qui sont morts. Donc si on crée l'optional et qu'après il meurt vite, finalement ça coûte pas très cher. Ça a quand même un certain coût, mais c'est pas un coût énorme. Là, ce qu'on essaye de vouloir faire, c'est d'avoir que c'est un coût de zéro. D'accord. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question de créer un optional ou pas. Je pense que vous utilisez tous plus ou moins, on va y arriver. C'est le vendredi, c'est difficile. Des IDE, si vous utilisez IntelliJ, par exemple, vous mettez un optional dans un champ, il va vous râler dessus en disant « Ah, attention, si tu le mets dans un champ, je ne vais pas pouvoir garantir que je vais pouvoir le virer. » S'il reste sur la pile, si je l'envoie en tant que paramètre valeur de retour, là, alors la machine virtuelle, elle peut se débrouiller pour le virer. Si tu le stockes dans un champ, ah, dommage, tu as perdu. Donc ce qu'on veut essayer de faire, c'est plus avoir posé ce genre de questions-là. D'accord. On a plein d'API avec des builders, genre logger.warning. Blablabla. Tous ces trucs-là, ça serait bien que ça soit pas je crée un objet et je mute les trucs, mais que ça soit je crée des nouveaux objets à chaque fois. Et qu'après, la machine virtuelle, elle fasse j'en ai pas besoin, hop, je les vire. D'accord. Comme ça, on aurait un truc qui serait beaucoup plus simple à débugger et on n'aurait pas à se poser la question de ah ouais, mais ce truc-là, en fait, c'est dans une boucle, je le fais 1 million de fois. Ah, peut-être qu'il faut que je fasse différemment. D'accord. Et après, on a tous les objets qui sont petits. Par exemple, un objet moi. Est-ce qu'on va se créer une classe pour un moi? Bah oui, quand même, parce que quand on traque les choses, c'est quand même vachement bien. Mais en même temps, quand on regarde, on a quand même un pointeur vers un truc juste pour un entier. Donc voilà, on veut essayer de ne pas payer pour ça. Alors, comme je vous disais, la machine virtuelle est déjà équipée d'un certain nombre d'algorithmes. L'algorithme le plus important, c'est ce qu'on appelle, pour ce truc-là, c'est ce qu'on appelle l'escape analysis. Donc l'escape analysis, c'est le JIT qui essaye de voir est-ce qu'il peut voir la création d'un objet et sa dernière utilisation. Et s'il voit tout, d'accord, il peut dire j'ai pas besoin de créer l'objet. Et au lieu, donc l'utilisateur il va bien écrire le code avec ses objets, d'accord, mais techniquement au lieu de faire un new, on va prendre toutes les valeurs et on va les mettre directement sur la pile, enfin dans les registres en fait, dans la pratique. Donc c'est ce qui se passe quand vous utilisez un itérateur en fait. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'on alloue un objet en fait. Quand vous faites une boucle, vous faites point itérator et ça alloue un objet itérateur. Mais en fait, si vous regardez dans vos profils, vous ne les voyez pas. Parce que si vous regardez, on a la création de l'itérateur et on a sa dernière utilisation. On sait que quand on sort là, le truc il est plus vivant. Donc la machine virtuelle elle peut optimiser pourvu qu'elle arrive à avoir tout ce truc là. Donc ça va dépendre du 3 petits points qu'on a ici. Alors malheureusement, c'est quoi un 3 petits points qui fait foirer les choses? Voilà un exemple de 3 petits points qui embêtent les choses. D'accord, je fais un s.equals devooks. Notez qu'il y a une erreur ici, donc je passerai jamais dans le if. D'accord, donc comme je passe jamais dans le if, techniquement la machine virtuelle elle a aucune idée de ce qui se passe parce que la machine virtuelle elle optimise que le code que vous exécutez, pas celui que vous exécutez pas. Donc pour la machine virtuelle, le code que vous exécutez pas, c'est un coin sombre de votre application. On ne peut pas trop savoir ce qui se passe, puisque de toute façon, tout le monde s'en fout. On n'est pas en train de l'exécuter. D'accord? Ce truc-là, là, mon itérateur, il risque de pas d'être finalement alloué. Pourquoi? Parce que s'il y a un moment où finalement on finit par exécuter le if, il faut bien qu'on envoie un objet.
Parce que ça se trouve, on va faire un égal-égal là-bas. Et l'égal-égal, il a besoin de savoir que c'est un vrai objet en mémoire. D'accord? Donc, globalement, ça marche, mais des fois, ça marche pas. C'est le principe de l'escape analysis. Malheureusement, et c'est pas que en Java, hein, il y a plein d'autres langages qui utilisent l'escape analysis, des fois à la compilation. D'accord? On a ce problème que, oui, si on sait comment ça marche, on peut savoir si le truc, il est... mais on n'a pas envie de faire chier tous les utilisateurs à leur expliquer comment l'escape analysis marche, et dans quel cas ça marche, et dans quel cas ça marche pas. On aimerait avoir un mécanisme qui marche dans tous les cas. On veut une garantie forte, une garantie dure, que les objets ne sont pas alloués. D'accord? Parce que l'utilisateur utilise ces objets-là parce que c'est pratique, il veut manipuler des abstractions, mais il ne veut pas forcément payer le coût à l'exécution. Donc l'autre problème, c'est la densité de l'information. Donc je vous ai créé un tableau de 4 integers, alors je les ai remplis dedans. Donc vous avez à votre beau tableau de 4 integers. Les tableaux, c'est des objets en Java, donc ils ont un header. Dedans, on a la classe, par exemple, on a un pointeur sur la classe. C'est ce qui fait quand vous faites getClass, vous obtenez toujours la classe d'un objet en Java. On a aussi l'information du hashcode, on a besoin d'informations pour les locks, on a besoin d'informations pour le GC. Tous ces trucs-là, d'accord. Si vous lancez votre machine avec moins de 32 Go de RAM, d'accord, vous allez utiliser un header qui aura 32 bits pour le pointeur sur la classe et 64 bits d'information pour le hashcode, le GCC et les locks. Donc ça veut dire que même si votre objet n'a pas de champ, hop, il prend de la mémoire. Alors c'est pire que ça parce que toutes les plateformes qu'on utilise, les doubles ils doivent être alignés. Les doubles ils doivent être alignés sur 64 bits, donc ça veut dire qu'on a même de l'espace qui sert à rien pour pouvoir que lorsqu'on crée un nouvel objet juste derrière, les doubles soient alignés correctement. Et ce genre de choses-là. Alors c'est pas un truc nouveau, hein, on a ça en C aussi, on a du garbage qui traîne. Malloc, il a exactement le même problème d'alignement. Bizarrement, les deux ils fonctionnent sur le même CPU. D'accord. Le problème, c'est que quand on a plein de petits objets, on paye un header pour chacun et on paye le coût de l'alignement pour chacun. Donc ça finit par revenir cher. Quand c'est des gros objets, on s'en fout. D'accord. On est prêt à payer le coût. Donc, pour nous guider dans l'idée d'aller vers un Valhalla, même si on n'est pas sûr de revenir, l'idée c'est de dire on va permettre à l'utilisateur de coder comme une classe, d'accord, d'avoir l'abstraction, mais par contre à l'exécution ça marchera comme un int. D'accord, c'est vraiment le principe qui guide tout ce qu'on essaye de faire. Ça c'est le sous-principe. on va essayer de faire en sorte que vous n'ayez pas à réapprendre Java et que les anciens programmes touchent toujours aussi. C'est un bon principe, on va dire. D'accord, on va pas faire un Python 2, Python 3. Ouais, c'est un peu trop facile, pardon. La syntaxe, alors rappelez-vous du slide numéro 2. D'accord, c'est celui où je vous disais que je vous raconte que des conneries. Voilà par exemple une classe point. Donc l'idée c'est de rajouter un truc devant pour dire oh c'est pas une vraie classe, c'est une value class. D'accord. Et après ça marche pareil, on peut écrire un constructeur. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut que lorsqu'on est sur la pile, lorsqu'on fait un new point 3 et 4, techniquement sur la pile on n'est pas un pointeur, mais on est directement les valeurs des champs. C'est-à-dire on va voir les valeurs de x et y directement sur la pile. On ne manipule pas les objets par un pointeur, on les manipule par leurs valeurs immédiates, les valeurs directes des choses. D'accord? Comme ça, on ne paye pas le coût des pointeurs des objets. C'est assez cool. Et dans le tas, on a la même chose, c'est-à-dire que si j'ai une classe foo et que je fais un new sur foo, d'accord, mon champ point, techniquement, ce n'est pas un pointeur. Ce qui va se passer, c'est qu'on va ramener directement les champs x et y à l'intérieur de la classe foo. C'est comme si on aplatissait en fait toutes les choses pour éviter les pointeurs. Alors notez qu'on ne va pas pouvoir faire des listes chaînées avec ça, hein, parce que si on aplatit tous les trucs, ça ne marche pas. On ne va pas pouvoir faire des graphes avec ça.
D'accord? On va pas pouvoir faire des arbres avec ça. Donc il y a plein de choses qu'on va pas pouvoir faire. Tous les objets vont pas devenir des value type. D'accord? Mais il y a un certain nombre d'objets où on peut les faire devenir des value type, et surtout ce qu'on veut, c'est avoir une garantie forte. Ah, faut que je bouge moins. Ouais, mais je sais pas faire. Voilà les 5 questions auxquelles on doit répondre et auxquelles on essaye de répondre depuis 2014. Alors on a changé les réponses, c'est pour ça que ça a pris du temps. D'accord. La première, c'est ces objets-là, est-ce qu'ils sont mutables ou pas? Est-ce qu'on peut changer les valeurs des champs? Est-ce qu'on hérite, ces objets-là, ils héritent de object ou pas? Est-ce qu'ils peuvent être nuls ou pas? S'ils peuvent pas être nuls, ils doivent avoir une valeur par défaut. C'est quoi la valeur par défaut? Et est-ce qu'ils sont tirables? Alors ça, c'est un truc à la con, mais quand on écrit un long sur une architecture, donc un long 64 bits sur une architecture 32 bits, finalement, on fait 2 écritures. Et avec la concurrence, c'est super génial. On écrit le premier et on se fait interrompre. Et puis, quand on va lire, on n'a qu'une des 2 informations qui sont dedans. Donc c'est ça qu'on appelle tirable. D'accord? C'est le fait qu'on puisse observer qu'on a différentes écritures pour quelque chose. Et donc que les écritures ne sont pas faites en mémoire de façon atomique. Une autre façon de le dire. Alors répondre à la question de est-ce que c'est mutable ou pas, c'est assez facile. Ça ne peut pas être mutable. Comme on manipule les trucs avec des valeurs immédiates, hein, si vous avez un entier et que vous le changez, bah, ça change sa valeur complète. On ne change pas la moitié de la valeur d'un entier. Donc si on est avec notre point et qu'on considère que c'est une seule unité, mon point, d'accord, je ne vais pas être capable de changer la valeur juste de x. Je serai obligé de recréer une nouvelle valeur avec la nouvelle valeur de x. Donc, mes trucs sont non mutables. D'accord? En fait, techniquement, c'est assez rapide, on peut faire aucune optimisation si c'est mutable. Donc, abandonner l'idée. Hop. Donc, c'est pas des structs. Hein. Clairement, c'est pas des structs. Le problème des structs, d'accord, bah, c'est soit on les passe par pointeur, et on a raté, soit on fait des copies, mais on ne veut pas faire des copies. On veut passer directement les valeurs. C'est-à-dire qu'on veut que le JIT, il ne soit pas obligé de faire des copies. Il fasse ça. Et hop. Alors j'ai des petits problèmes quand je crée un tableau de ces trucs-là. Si j'ai un tableau de points qui sont des value type, bah, j'initialise avec quoi mon tableau? Quand c'est des références, c'est facile. Hein. Je mets nul et puis c'est bon. D'accord. Donc ça veut dire que je dois avoir une valeur par défaut. Mais si j'ai des listes de points, je dois être capable de faire un add de nul. Ah. Donc il va falloir réconcilier ces deux choses. Le fait qu'on ait des valeurs par défaut d'un côté et le fait qu'on ait nul de l'autre parce qu'on a déjà des API qui existent, d'accord, qui elles sont basées sur nul. Si on retire un élément d'une array list, il y a nul qui est mis à la place, par exemple. D'accord, si on supprime quelque chose. En fait, si vous regardez toutes les collections, ça utilise nul en interne. Je fais un get sur une map, si je trouve rien, je renvoie nul. Donc il va falloir réconcilier ces deux choses-là. En fait, c'est même pire que ça. Supposez que j'ai des valeurs par défaut, et donc mon value class, d'accord, il stocke pas nul, mais on stocke une valeur par défaut. Alors c'est quoi la valeur par défaut? Bah, comme d'habitude, on met tous les champs à 0. D'accord? Donc si je crée un tableau d'une case et que je demande la 0e case, d'accord, mon long, en fait, il doit contenir 0. Donc j'ai bypassé le constructeur ici. Oups. Alors c'est oups parce qu'il y a marqué security dans le nom de la classe. Donc c'est un problème en fait. Si on a des valeurs par défaut, alors on a des façons de passer outre le constructeur. Et on sait que c'est un problème, hein, la désérialisation c'est un problème parce que ça passe outre les constructeurs, ça fait plein de problèmes de sécurité. Tada, tada, tada. Vous comprenez à comprendre pourquoi ça prend autant de temps? Est-ce qu'un point est un object
Bah, si tout est manipulé par des pointeurs, c'est facile. Bon, ouais, c'est un pointeur. On n'a même pas besoin de savoir c'est un pointeur sur quoi. On dit juste c'est un pointeur. D'accord. Euh, égal, ça veut dire quoi quand on n'a pas de pointeur? Bah, c'est compliqué. D'accord. Ça veut dire quoi créer une référence faible sur un truc qui n'est pas un pointeur? Ça veut dire quoi faire un getClass sur un truc qui n'a pas de header? Ça veut dire quoi calculer le hashcode sur un truc, ou ça fait un synchronize sur des trucs qui n'ont pas de header? D'accord. Tous ces trucs-là, ils ont besoin des valeurs du header pour pouvoir fonctionner. Comment on résout tous ces problèmes-là? Notez, on peut dire, on s'en a rien à foutre, c'est pas des objects. Mais ça veut dire qu'on peut même pas faire un println. D'accord. Et donc Tirable, je ne veux pas trop m'étendre dessus, mais si j'ai deux threads et que mes deux threads elles font un setPoint et que mon setPoint il fait un new long point avec ID et ID, d'accord, mon point il a deux entiers x et y. Là j'essaye d'écrire deux valeurs 64 bits en même temps. Et mon architecture, mon CPU 64 bits, bah, par définition il sait écrire qu'un seul 64 bits à la fois. Donc je peux être interrompu entre les deux écritures. Et donc une autre thread peut voir le truc à moitié écrit. Oh joie, oh désespoir. D'accord. Alors maintenant je vous donne la solution. C'est cool. On triche, on en crée deux. En fait, on n'a pas réussi à résoudre le problème de est-ce qu'on veut des nuls ou est-ce qu'on veut pas des nuls. Pourquoi? Bah parce que on dit toujours nul, c'est le truc à $1 milliard, enfin la bêtise à $1 milliard. En fait, c'est pas complètement vrai. Nul, c'est vachement pratique pour la sécurité. Quand on crée un objet, bah au moins ça initialise tous les trucs. En fait, on se sert de nul. On s'en sert pas forcément parce qu'on va montrer la valeur comme étant nulle, mais si vous réfléchissez bien, dans un constructeur, avant qu'on initialise les trucs, bah en fait, il y a des trucs qui sont initialisés à nul. On a besoin de nul parce que ça nous permet de dire soit le truc n'existe pas, soit voilà quelle est sa valeur. D'accord. Donc l'idée, c'est d'introduire deux trucs bien différents, ce qu'on appelle les value classes, qui eux restent nullables, et donc qui vont marcher comme les classes habituelles. On va voir les légères différences, mais globalement, je vais garder ma notion d'encapsulation. D'accord. Je ne vais pas avoir de problème de tearing, mais je ne vais pas avoir exactement les mêmes performances que l'autre version, qu'on appelle les primitives classes, où là, ça va se comporter comme des primitifs, et on aura les mêmes problèmes que les primitifs, c'est-à-dire, c'est pas nul. Ça va être compliqué hein, quand on va avoir une liste et qu'on va essayer de mettre le truc dedans. Ça va poser problème. D'accord. Donc, identity class, c'est comme ça qu'on appelle celle qui existe déjà. D'accord, celle qu'on manipule par pointeur. Donc, on va créer des value classes. Notez que mes value classes, j'aurai pas besoin de faire de boxing pour les voir comme des objets. Donc, ça se comportera comme des valeurs. Et magiquement, la machine virtuelle les voit comme des objets quand on passe. Sur la pile, je ne payerai pas le coût d'une allocation. Par contre, peut-être que dans le tas, je risque de payer le coût. C'est-à-dire quand je les stocke dans des champs, je risque de payer le coût. D'accord, d'une allocation. Et mes primitives classes, alors ça c'est génial, comme on n'a pas de problème de nul, comme on permet que les écritures elles se fassent pas de façon atomique. D'accord. Alors on a la garantie que et sur la pile et dans le tas, d'accord, on écrit exactement ce qu'on veut. On n'a jamais de pointeur qui se balade. Alors, qu'est-ce qui est spécifique au type primitif? Bah, en fait, mes types primitifs, ils violent l'encapsulation. C'est comme si j'avais un constructeur par défaut, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que si vous écrivez pas le constructeur, de toute façon, le compilateur va en rajouter un. Si vous rajoutez un constructeur qui prend pas de paramètres, ça compile plus. D'accord? On a forcément une valeur par défaut dans une primitive classe. Et faire new complex, c'est équivalent à prendre la valeur par défaut de complexe. D'accord? On perd un peu de l'encapsulation avec les primitives classes.
mais on initialise toujours tous les trucs avec des zéros. Donc on a un léger problème avec les listes. Alors on triche, on y écrit .ref, et .ref ça veut dire s'il te plaît, box. D'accord? On utilise exactement la même astuce qu'entre les int et les integers. Si j'ai des primitives classes et que je veux les voir comme des objets, il va falloir qu'explicitement je lui dise s'il te plaît, box. Alors pareil, j'ai l'autoboxing automatique comme... d'accord? Sauf que ça marche avec des types que vous écrivez. Donc ça, c'est parce que je veux réutiliser les generics qui existent déjà. D'accord? Alors c'est pas des vraies boîtes, on peut faire un petit peu mieux que les integers. Si c'est la VM qui contrôle et pas le langage qui contrôle, parce que les integers, le problème c'est que c'est le langage qui contrôle et pas la VM. Si c'est la VM qui contrôle, techniquement, la VM peut dire « Oh là, je crée la boîte, oh là, je supprime la boîte, donc finalement, j'ai pas besoin de la créer du tout. » Même si j'ai pas vu, même si j'ai une partie de mon chemin qui est noire, que je vois pas, d'accord, qui était le problème de l'escape analysis, je peux toujours recréer la boîte à n'importe quel moment. Donc je peux recréer la boîte au moment où je me rends compte que je prends le if. D'accord? Donc c'est plus efficace. Donc c'est pas des vraies boîtes, on appelle ça du boxing, mais c'est pas le même coup que le boxing habituel. Lorsqu'on a des value class, alors on fait de la magie, un peu là. C'est mon slide magie. Vous voyez, c'est de la magie Valhalla. Enfin, la magie des Vikings. Alors si vous ne savez pas c'est quoi les signes, bah, c'est juste si vous tapez dans Google Viking Magic, vous obtenez ça. D'accord. L'intérêt des value class, c'est qu'on va essayer de faire en sorte qu'on puisse prendre des classes qui existaient déjà et qu'on ait une façon rétrocompatible de les voir comme des value class. Il y a quelques conditions, mais ça va nous permettre de dire le optional que vous utilisez déjà, on va le voir comme une value class. D'accord? Et on va améliorer le code que vous écrivez là en ce moment, juste en changeant la machine virtuelle. Ça, c'est super cool. C'est pour ça qu'il y a un peu de la magie. Donc pareil avec les local date, months, machin et tous ces trucs-là de Java Time. D'accord? On veut directement les voir comme des value class. Donc on a besoin d'un peu de magie. D'accord? Alors c'est quoi les conditions de la magie? Dans quel cas on peut prendre une classe qui existe déjà et la voir comme une value class? D'accord? Bah, faut que tous les champs ils soient finales, faut que la classe soit finale. D'accord? Forcément. Le constructeur ne doit pas être public. On va voir, c'est une grosse contrainte, mais le constructeur ne doit pas être public. Je vais vous expliquer pourquoi. D'accord? On ne doit pas faire des synchronize dessus, mais ça, les gens ils font pas trop des synchronize, donc c'est cool. On ne doit pas créer des références faibles dessus, mais ça, vous savez même pas ce que c'est, donc c'est bon. Non, je rigole, c'est pas vrai. Il faut pas trop regarder le égal-égal. C'est-à-dire que le égal-égal, faut le voir un peu comme le égal-égal qu'on fait sur des integers. C'est-à-dire finalement, le résultat, on s'en fout un peu parce qu'on ne sait pas trop prédire ce que ça fait. Donc le égal-égal, il marche si derrière on fait equals. C'est ça que ça veut dire. En fait, il y a plein de classes qui fonctionnent déjà comme ça. Hein. Java Lang Integer fonctionne déjà comme ça. Optional fonctionne déjà comme ça. On ne fait pas des égal-égal sur les optional. Normalement, on n'est pas trop censé. D'accord. Donc maintenant, je vous montre qu'est-ce qui marche pour les deux. Et pour les classes primitives, et pour les value classes. Donc première chose, comment on fait pour qu'on puisse les voir comme des objects? Parce que c'est vachement important en fait. On veut toujours que object, ça soit la maman de toutes les classes qu'on a créées. D'accord? Notez que ça veut dire que quand on va manipuler des objects, ça se trouve, ça ne sera plus des pointeurs. Mais c'est un problème de la machine virtuelle. D'accord? C'est pas le problème de l'utilisateur. Comment on fait ça? Alors pour le getClass, en fait, techniquement, la machine virtuelle, elle peut traquer le type, parce qu'il suffit de propager, on peut voir quel est le type. Et comme on n'a pas de problème d'héritage, parce qu'on va empêcher l'héritage, les trucs sont finales, la classe et les finales, alors on n'a pas le problème de... En fait, c'est une sous-classe qui peut arriver, et donc on a le type exact, on n'a pas besoin qu'il soit stocké en mémoire. Donc on peut répondre déjà à getClass, en fait. Comment on fait quand on a un égal-égal? Bon, on compare les champs. Ça va marcher à peu près. Alors c'est chiant parce que c'est lent, comparer les champs, par rapport à comparer des pointeurs. D'accord. Pensez plus que le égal-égal, tout d'un coup, c'est rapide. Ça n'a jamais été vraiment rapide. Hein. Vous savez que le égal-égal, il n'est pas rapide.
avec les garbage collectors qui bougent les objets. Si vous utilisez ZGC ou Shenandoah, les égal ils sont déjà lents, donc c'est pas grave. Si vous voulez savoir pourquoi, venez me voir après. On a juste un léger problème technique, c'est qu'est-ce qui se passe si j'ai un value type dans un value type? Bah, je suis obligé récursivement de faire l'égal. D'accord? Donc, en se débrouillant bien avec des refs et ainsi de suite, je peux créer des sortes de listes chaînées de value type. Et quand je fais égal, ça parcourt tout. Mais bon, personne fait d'égal, hein, vous avez arrêté. Oui. Hein, arrêtez de penser que si vous avez un if equals, il faut faire un égal juste après. Enfin, quand vous êtes en train d'écrire le equals, que le égal sur 10 va vous faire gagner du temps. C'est pas vrai en fait. Je veux dire, c'est déjà pas vrai actuellement, et là, ça sera affreux. Comment on fait pour hashcode? Bon, on prend certains champs et puis on les mixe et on trouve le hashcode. Hein, les trucs qui sont non mutables, donc de toute façon on retombera sur la même valeur à chaque fois. On n'est pas obligé de prendre tous les champs, on n'est pas obligé que le truc soit récursif. Bien sûr, si on prend pas assez de champs, on va avoir des valeurs de hashcode qui sont pourries, on aura 0. D'accord, ça sera pas terrible. Qu'est-ce qui se passe si on fait un synchronize dessus? Bah, c'est la même chose que quand on fait un synchronize sur int, ça marche pas très bien. D'accord, alors là, la différence c'est quoi? Bah, comme on peut mettre les trucs dans un objet, on peut effectivement écrire du code qui va faire le synchronize. D'accord, et ça plantera avec illegal monitor state exception, t'as pas le droit de faire un synchronize sur une valeur. Mais bon, vous écrivez pas du code qui prend n'importe quelle valeur d'un utilisateur et qui fait un synchronize dessus. On est d'accord, hein, on fait pas ça. Et pareil pour les weak reference, on peut pas, on n'a pas de référence, on n'a pas de pointeur, on va pas les inventer exprès pour. Alors on a un petit problème avec les constructeurs. Comme je vous disais, les constructeurs c'est le moment où on peut observer, d'accord, même si vous écrivez une classe non mutable, à l'intérieur de votre constructeur, on mute les champs. Donc en fait, c'est pas vraiment non mutable, si on regarde. Et ça, c'est embêtant si la machine virtuelle, on lui dit quoi qu'il arrive, t'optimises toujours, bah, on peut avoir rien de mutable. Même le constructeur, il peut pas être mutable. Donc il faut qu'on trouve une façon que le constructeur il soit pas mutable. Alors là, on a décidé de pas faire, de pas embêter les gens. C'est-à-dire que vous écrivez vos constructeurs mutables et le compilateur il va le transformer en une construction non mutable. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? Bah, au lieu de générer un constructeur, il va générer une factory méthode. Et après, comme on initialise les choses, bah, je crée la valeur par défaut. Et puis après, je recrée une nouvelle valeur en changeant le champ X. Et je recrée une nouvelle valeur en changeant le Y. Et c'est ça que je renvoie. Vous allez me dire, ouais, mais vous recréez des nouvelles valeurs à chaque fois? Oui, mais je paye pas le coût. C'est le principe. Donc je m'en fous. D'accord? Et cette transformation-là, elle est faite automatiquement par le compilateur. C'est-à-dire que vous écrivez votre code comme d'habitude, tout mutable. Et magiquement, c'est transformé en code non mutable. Juste pour le constructeur, hein, pas pour le reste. Pour ça, on a un léger problème technique. Il faut introduire 2 nouvelles instructions au niveau du bytecode. Donc ça veut dire que ça va faire chier tous les gens qui relisent le bytecode, mais c'est pas ce que vous faites. Donc c'est bon. D'accord. C'est problématique si jamais vous commencez à dire je fais un appel de méthode avec this en paramètre. Vous savez, le new start, enfin le new thread à l'intérieur du constructeur et ce genre de choses-là. Bah là, c'est embêtant parce qu'on va renvoyer un objet qui est à moitié initialisé. Mais il ne finira jamais d'être initialisé puisque c'est à chaque fois un nouvel objet qu'on recrée. D'accord? Donc ça ne compile pas. C'est une bonne chose, hein. Arrêtez d'envoyer this en plein milieu des constructeurs. Ça vous fera gagner du temps de debug. Voilà, là c'est un endroit où, bah, comme on réécrit le code, si on fait ça, on voit la magie en fait. On voit que c'est un objet pas fini d'être initialisé et qui sera jamais fini d'être initialisé, puisqu'on recrée à chaque fois une nouvelle valeur. D'accord? Donc on empêche de voir la magie de la réécriture par le compilateur. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir les constructeurs qui sont en public quand on veut changer la classe. Parce que techniquement, le compilateur réécrit les constructeurs. Est-ce qu'on peut gérer l'héritage? Non. Et voilà, c'est résolu. Alors, on a les interfaces. Alors, c'est un truc que peu de gens ont observé, mais je vais vous dire l'astuce. En fait, depuis Java 5, il n'y a aucune construction du langage qui supporte l'héritage. Les enums, ça ne supporte pas l'héritage. Les records, ça ne supporte pas l'héritage.
Les lambda, ça ne supporte pas l'héritage, c'est forcément des interfaces, tous les trucs. En fait, petit à petit, on est en train de vous pousser gentiment à arrêter l'héritage. Hein, je ne l'ai pas dit officiellement. C'est enregistré, zut. Alors on a un petit problème avec Javalang Integer, parce que Javalang Integer, il hérite de Javalang Number. Alors on résout le problème en disant non, non, celle-là elle est spéciale, on va la voir comme une interface, et on a résolu le problème. Donc voilà, on a un truc plus ou moins hard-codé qui traîne quelque part. Notez qu'on a un autre problème, c'est new integer, parce que techniquement, on ne doit plus faire un new, on doit passer par une méthode statique qui fait les choses. Donc si vous écrivez new integer, on pourrait le transformer. Mais tous les codes qui existent déjà, ou dans le bytecode il y a new integer, cela c'est plus compliqué. D'accord ? Alors si vous remarquez, c'est pour ça que les new integers ils sont deprecated for removal. D'accord ? Si votre IDE il a déjà dû vous râler quand vous faisiez ça. C'est la raison pour laquelle. Mais là, il y a des chances qu'on soit obligé de demander à la VM de réécrire le bytecode parce que c'est sûr qu'il y aura des codes qui existent qui font des new integers dedans. D'accord ? C'est un truc qui date de la version 1.1 de Java, donc ça fait très longtemps. Donc on fera un affreux patch dans la VM. Juste un de plus. Les generics. Ah, les generics, c'est toujours très drôle. Notez qu'on n'a pas beaucoup discuté des generics encore. Dans la vraie vie, c'est compliqué. On aimerait bien que relist de point, ça crée un tableau de point, et pas un tableau de pointeurs sur des points. Parce que sinon, finalement, on a perdu. Mais ça, c'est super compliqué, parce que à cause de l'érasure en Java, finalement, pour la machine virtuelle, c'est juste relist. D'accord ? Donc on perd l'information que c'est un point. Donc on ne peut plus créer un tableau de points, parce qu'on a perdu l'information qu'à l'exécution, c'était un point. On peut dire, mais c'est pas grave, il suffit de la recréer. Et comme on est la VM, on peut tricher. Le problème, c'est que si on fait ça, tous vos codes plantent. Tous. Parce que vous faites des casts qui font n'importe quoi. Et si on met les trucs à runtime, bah les casts, ils vont plus marcher. Parce qu'on aura la vraie information, et donc les casts, ils seront vraiment checkés. Tous ceux où ils vous font des warnings en disant « Ah, j'arrive pas à le checker », là, ils seront vraiment checkés. Et il y en a plein qui plantent, en fait. Alors, comment on fait pour que ça plante pas ? Bah, déjà, on vérifie pas au niveau des castes, comme ça, on a résolu le problème. Donc, c'est pas des vrais generics réifiés, machin, comme on aurait pu faire bien il y a longtemps. D'accord ? On abandonne cette idée-là. Et on va propager le type uniquement si c'est des value type ou des primitive type. Donc, en fait, on va propager que pour des questions de performance et non pas pour des questions d'accéder à la valeur. Ça veut dire que vous ne pourrez toujours pas accéder à la valeur de t à l'exécution. D'accord ? Parce que si on vous fait accéder à la valeur de t à l'exécution, tous vos codes ne marcheront plus. Fallait arrêter les head suppress warning. D'accord ? Le reste du truc, ça se passe presque bien. On a aussi le fait que par défaut, quand on a une variable de type t, on a le droit de mettre nul dedans. Et ça ne marche pas pour les primitive types qui n'ont pas de nul, mais qui ont une valeur par défaut. D'accord ? Donc il va falloir dire, ces generics-là, c'est des generics, alors on appelle ça universels, c'est-à-dire dans le cas où on utilise avec un primitive type, automatiquement ça utilisera la valeur par défaut et pas nul. D'accord ? Notez que ça sera sûrement fait en deux fois. Dans un premier temps, juste faire en sorte que les value types soient efficaces, et dans un second temps, avoir des generics où on puisse aussi utiliser les types primitifs. Notez qu'on pourra faire des listes de int à ce moment-là. Ce qui sera super cool. Mais c'est dans un certain temps. Notez que le t ne sera pas disponible par réflexion. D'accord ? Parce que sinon, vous allez commencer à écrire des castes qui dépendent du type, et ce genre de choses-là. C'est mal. Pour le modèle de mémoire, alors ça c'est juste pour les champs qu'on tag volatiles, on voudrait que ça se passe bien. Donc quand on tag un champ volatile, forcément, l'écriture doit être atomique. D'accord ? Donc ça veut dire qu'on va être peut-être obligé de changer la représentation et pas avoir une représentation à plusieurs champs, mais la passer par un pointeur pour garantir que l'écriture sera atomique.
D'accord? On n'aura pas d'autre choix. Mais sinon, ça se passe relativement bien. Donc c'est cool. Je vous montre un petit peu de bytecode, parce que sinon, c'est pas une vraie présentation. Comment on encode ces trucs-là? Dans les modificateurs, on a quelques flags qui nous restent. D'accord? Dans le point classe, on a là où il y a marqué c'est une classe publique, machin, et ainsi de suite. C'est un enum. Il nous reste quelques flags. Donc on va rajouter un flag ACC primitive pour dire c'est une primitive classe. Dans le cas on n'a pas un ACC value pour dire c'est une value class. On a un truc un peu plus fun, si on utilise un flag qui s'appelle ACC super. C'est parce que, alors c'est un truc qu'on vous a jamais dit, mais si vous générez le bytecode tout seul, vous pouvez faire en sorte qu'on n'appelle pas les superclasses. Il y a un flag spécial pour lui dire appelle pas la superclasse. C'est dû au fait qu'au moment où la sérialisation a été développée, les gens voulaient la développer différemment et en fait forcer à ce que les utilisateurs ils aient toujours des constructeurs vides. Ça aurait été une meilleure solution en fait, plutôt que de cacher le fait que quand on désérialise, ça n'appelle pas le constructeur. Et donc ils avaient besoin d'un flag spécifique pour dire on n'appelle pas les constructeurs pour ces classes-là magiques. Mais finalement ça a été abandonné, mais le flag il est resté. Donc toutes vos classes que vous avez générées avec JavaC, elles ont ce flag disant tu appelles toujours le super. Parce qu'en fait le flag dit on appelle le super quoi qu'il arrive. D'accord. Il y a, je pense, pour Java 11, en fait la VM elle lit plus ce flag là. Elle vous force à utiliser les super. D'accord. Mais JavaC génère toujours le bit ACC super. Donc on va pouvoir le réutiliser pour dire tous les codes que vous avez écrits, c'est pas des value class. On a déjà ce bit là existe. D'accord. Donc on va réutiliser ce bit là pour dire c'est pas des value class. On a des petits problèmes de lazy loading. Là c'est plus des optimisations de la machine virtuelle, mais faut que la machine virtuelle elle sache que c'est des value class très tôt pour savoir quelle est la composition, pour que lorsqu'on fait des appels de méthode, au lieu de passer un pointeur, on passe les valeurs des champs correspondants. Et en fait, les signatures des méthodes, on a besoin de les chercher très 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 tôt, parce que quand on a de la redéfinition de méthode, quand j'en ai plusieurs, faut qu'elles aient la même signature pour la machine virtuelle. Ça c'est embêtant parce qu'en Java, on charge les classes très très tard, la plupart du temps. Donc en fait, on a un flag particulier. Dans le bytecode, si vous regardez, les classes normales, elles commencent par un L. Et là, on va les préfixer par Q, pour dire qualified, préfixé. Pour dire ces classes-là, il faut les charger tôt. Parce qu'on veut se rendre compte que c'est un value type, et donc on veut changer la représentation. On veut laisser le temps à la VM de changer la représentation. Bon, c'est un peu trop... Donc voilà le bytecode que ça génère. Si on le fait, donc on a quand même un prototype qui est en train de marcher. Donc vous pouvez voir le aConstinit, c'est le truc qui crée la valeur par défaut. Et puis après, vous voyez les with field et with field ici, pour initialiser les différents champs, d'accord, qui renvoient à chaque fois des nouvelles valeurs. Donc notez, c'est une méthode statique, elle ne s'appelle pas init, elle s'appelle new. Donc, vous savez tous que les constructeurs, ils s'appellent init en fait dans la vraie vie. Vous avez tous regardé un stack trace, vous avez vu. En termes d'optimisation, qu'est-ce qu'on peut faire? Si la taille elle est inférieure à 128 bits, d'accord, alors sur le tas, je peux stocker directement ma value class. Je n'ai pas besoin de la stocker avec un pointeur. Alors vous allez me dire, mais pourquoi 128 bits? Pourquoi ce chiffre merveilleux? Parce que les architectures, que ce soit Intel et ARM, garantissent que quand on fait une écriture d'un seul coup, on peut faire une écriture 128 bits max, avec les machines normales et quand on utilise les opérations vectorisées. D'accord? On ne peut pas faire mieux que ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les primitives classes, comme on accepte le tiering, on va faire plusieurs écritures. Mais pour les value classes où on n'accepte pas, d'accord, d'avoir plusieurs écritures, ça veut dire que si mon stockage il prend plus de 128 bits, on devra faire un stockage par pointeur. D'accord? Si ça fait moins de 128 bits, on pourra faire un stockage par direct des valeurs. Notez qu'on a besoin d'un bit pour représenter nul aussi, d'une façon ou d'une autre. Il faut aussi stocker le fait que ça puisse être nul. Sur la pile, c'est vachement plus fun, puisqu'il suffit de prendre un registre de plus en disant
je peux avoir nul en plus, et puis voilà. D'accord. C'est comme si je disais j'ai un booléen en plus qui peut valoir nul. Et donc, je suis sûr que sur la pile, mes objets disparaissent. Sur le tas, malheureusement, avec les value class, ça dépend si c'est des petits objets ou pas. Notez que pour optional, ça sera toujours vrai, si vous regardez. D'accord. Voilà le bytecode quand on a une value class. La seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir des Q, on a des L. Et sinon, c'est exactement le même bytecode. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme on veut être compatible avec le truc existant, on utilise le même descripteur. Et donc ça veut dire que la VM peut se rendre compte, mais qu'au bout d'un certain temps, que techniquement, ce qu'on est en train de manipuler, c'est un value type. Et donc, dans l'intervalle, on va perdre un peu en performance. Alors on a un attribut particulier qu'on va rajouter à toutes les classes, c'est-à-dire si vous recompilez, alors vous aurez un truc qui dit ça c'est une value class. Et donc la VM le saura tôt. Sinon, il faudra attendre le chargement. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de recompiler, mais si jamais vous recompilez votre code, il ira un poil plus vite. D'accord. Ça, c'est pas très intéressant. Ça, c'est pas très intéressant. On va faire deux trucs. Normalement, c'est prévu plus ou moins pour Java 22. Vous allez me dire c'est dans longtemps. Je vous rappelle que tous les 6 mois, on a une release. C'est pas dans longtemps, en fait. D'accord. Juste avec les primitifs class et les value class et les primitifs. J'ai écrit value primitive, ça marche pas. Et après, on fera la spécialisation des generics. D'accord. Dans un deuxième temps. D'accord. En résumé, d'abord, on n'est pas mort, même si c'est depuis 2014. C'est pas parce que le truc s'appelle Valhalla qu'on n'a pas réussi. Voilà, on n'a pas réussi à avoir un seul type. On n'a pas réussi à avoir juste des value class. On a des value class et des primitive class. Parce que finalement, on a deux scénarios assez différents. Je veux manipuler des trucs mathématiques, je veux manipuler finalement des sortes de primitives étendues, d'accord. Et de l'autre, il y a, je veux l'abstraction, je veux être sûr que ça passe par le constructeur, je veux être sûr d'un certain nombre de garanties. Et on n'arrive pas à réconcilier les deux. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on a ces deux trucs-là. Les value class sont backward compatible, pourvu que vous n'ayez pas vos constructeurs qui soient publics. Mais ça c'est cool, optional n'a pas les constructeurs publics. Tous les trucs de JavaTime n'ont pas les constructeurs publics. Toutes les classes que vous créez qui n'ont pas des constructeurs publics, vous pourrez, d'accord, les rétrofiter comme ça. Et on perd le support de Synchronize et des weak reference. On n'a aucun moyen de faire autrement. On a essayé tout un tas d'algos, mais ça marche pas bien. Et j'ai que 3 minutes de retard.